Bien, on se retrouve maintenant pour parler de slow tourisme. On a abordé un tout petit peu, hein, mais vraiment un poil, cette question à propos des nouvelles excursions il y a quelques instants, avec ces problématiques de prise en compte du milieu, de l'environnement, des hommes et des femmes de ces milieux sur lesquels les croisiéristes vont se rendre à l'occasion de ce redémarrage dès qu'il sera possible. Vous savez que la région mène depuis longtemps des actions pour développer l'écotourisme, mais aussi aller contre cette idée reçue que la région sud, c'est une région, un territoire avec un tourisme uniquement balnéaire. Cela alors que sa richesse, hein, ces sites nous disent tout le contraire. On va rentrer dans le détail pour vous démontrer que ce slow tourisme, il constitue un véritable axe de développement en parfaite adéquation avec les nouveaux impératifs liés à la crise sanitaire. Vous l'avez vu dans la conférence précédente, on a abordé cette notion de réduction du nombre de passagers dans les groupes, avec des groupes qui seront beaucoup plus petits maintenant pour répondre à ces enjeux liés à la crise sanitaire. Donc, cette nouvelle façon, finalement, de faire du tourisme ici en région sud pour les croisiéristes qui vont arriver dans l'ensemble des ports de la région, que ce soit à Cannes, à Toulon et à Marseille. Alors, pour aborder cette question, nos experts sont cet après-midi Christine Garotta, qui est chargée de mission tourisme, référente écotourisme et innovation à la région sud, Laure Reynaud, qui est animatrice du contrat de filière régionale écotourisme, qui est avec nous, Émilie André, qui est chargée de mission ingénierie, coordinatrice filière vélo, pôle ingénierie et territoire pour Vaucluse Provence Attractivité, c'est un titre très long, et puis Julien Auré, qui est chef du service communication ingénierie du CRT Provence, le comité régional du tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et bien sûr, vous le savez, hein, c'est l'habitude maintenant, vos questions, vous pouvez les formuler sur le chat sur la partie droite de l'écran, et Elsa Bassé nous les formulera de façon orale. Merci à tous les quatre d'être avec nous. Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont avec nous derrière leur écran. Près de 300 participants hein, sur ce e-workshop tourisme croisière région sud. On démarre avec vous, Julien Auré. Merci d'être avec nous. Bonjour. Moi, j'ai envie de vous demander d'abord, pour commencer, une définition du slow tourisme en préparant ce rendez-vous. Vous m'avez dit que c'est un mouvement qui vient d'Italie et en gros, l'idée, c'est reprendre le temps de faire du tourisme, se reconnecter avec le milieu, c'est ça ? Alors, en fait, exactement, déjà, merci pour cette introduction et merci pour ces éléments. En fait, c'est le mouvement slow qui est vraiment issu de l'italien. Ce n'est pas le slow tourisme en tant que tel au départ, et plus particulièrement le slow food. Le slow food, pourquoi ? Parce que c'est vrai que dans les années 80, en Italie, il y a eu ce besoin, en tout cas, de remettre au centre des débats une alimentation saine, équilibrée. Et ce mouvement qui était parti d'Italie aujourd'hui est plutôt international. Il est présent, je crois, à peu près dans 160 pays aujourd'hui dans le monde. Donc, on en entend beaucoup parler. Et un peu à l'image du développement durable, c'est une notion qui a commencé à se décliner dans plusieurs secteurs. Et le tourisme n'a pas échappé à la règle. Et c'est vrai que quand on parle de slow tourisme ou de slow travel, il y a trois composantes principales qui sont importantes. Celle de prendre son temps pour voyager. Ça, c'est un élément qui est important. Celle également de pouvoir voyager à proximité. Alors, quand je dis à proximité, ce n'est pas 1 kilomètre autour de chez soi ou 20 kilomètres, un peu plus loin, on peut aller quand même. Et puis, la dernière notion qui est assez importante, c'est d'utiliser des moyens de transport qui sont moins polluants. Alors, tout ça, c'est hyper important parce que prendre son temps aujourd'hui, ça a une résonance vraiment particulière puisqu'on est assez pressurisé, on est vraiment aujourd'hui submergé d'informations. Donc, quelque part, à travers le voyage, pouvoir reprendre le temps, pouvoir se ressourcer, c'est très important. Pour le transport, forcément, je pense qu'on a dû en parler dans la conférence précédente, mais c'est vrai que l'impact carbone du tourisme est quand même dû à peu près pour moitié au transport. Donc, pouvoir emprunter des modes de transport plus doux, c'est aujourd'hui nécessaire. Et puis la proximité, forcément, en voyageant plus près de chez soi, on diminue aussi son empreinte carbone. Alors, Julien Auré, c'est vrai que
la région sud dans laquelle nous sommes, c'est un parfait écrin pour développer ce slow tourisme, parce que je le disais en introduction, le tourisme ici dans la région, ce n'est pas uniquement la partie balnéaire, mais il y a beaucoup de choses un peu plus loin quand on parcourt quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres. Oui, tout à fait. Alors, pour nous, l'enjeu, il est fort quand même, hein, puisqu'on a, on a une image en fait, de la région qui est très concentrée autour du triptyque mer, soleil, plage, hein. Quand les gens ne connaissent pas très bien la région, ils pensent d'abord, ils sont focus un peu sur le balnéaire. Et c'est vrai que quand on discute un petit peu, quand on voit sur différentes opérations, hein, de toute façon, nous, en tant que CRT, notamment sur les salons qu'on avait l'habitude de faire, les gens sont loin d'imaginer tout le potentiel nature, tout ce qu'il est possible de faire aussi dans la région en connexion justement avec la nature. Par exemple, le fait qu'on ait 9 parcs naturels régionaux et 4 parcs nationaux aujourd'hui, les gens sont souvent surpris parce que ce n'est pas forcément ce qui leur vient à l'esprit. Mais par contre, quand on leur évoque les noms de ces parcs, c'est des noms qui sont évocateurs. Quand on parle du Verdon, quand on parle du Luberon, quand on parle du Mercantour, quand on parle des Calanques, ça parle aux gens. Et ça, c'est une force pour nous. Alors, vous avez développé au sein de la région un contrat de filière écotourisme. C'est ça, pour arriver à faire fonctionner tout ça dans la région avec ce tourisme respectueux de l'environnement, c'est ça? Alors, c'est la région qui a impulsé ces contrats, ce n'est pas le CRT. C'est la région qui a impulsé ce contrat de filière écotourisme et puis d'autres contrats, hein, comme le filière vélo, on va en parler après. Oui. Nous, on est le maillon en fait, destiné à la promotion de ces filières en tant que CRT. Et Alors, oui. Allez-y, poursuivez. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour promouvoir ces filières, ce qui est important, pour être crédible notamment, c'est de garantir la promesse client. Voilà. Et pour garantir cette promesse client, on va forcément s'appuyer sur une offre qu'on considère comme étant qualifiée. Je pense notamment, mais tout à l'heure, ça va être, j'imagine, un peu détaillé par les autres intervenants, mais pouvoir s'appuyer quand on parle d'écotourisme sur des marques comme Esprit Parc National dans les parcs nationaux ou Valeurs Parc Naturel Régional dans une logique écotouristique, ou s'appuyer sur la marque Accueil Vélo pour promouvoir le vélo, c'est un socle de base qui est très important et qui doit servir notamment aux personnes qui veulent distribuer des produits dans ce sens. On va en parler dans quelques instants avec nos autres invités spécialisés notamment sur la filière vélo. On l'a un petit peu abordé dans le rendez-vous précédent, Julien Auré, avec ces groupes qui désormais vont être beaucoup plus réduits. Dans le cadre de cette démarche de tourisme responsable, d'écotourisme, il va falloir développer, et c'est important, une meilleure répartition des flux sur le territoire. La fréquentation des sites touristiques aussi va être directement impactée. C'est un travail que vous faites, vous, au sein du CRT. Hein. Alors, on y contribue. On est plusieurs acteurs, en fait, à y contribuer. Hein. Il y a, en fait, cet été, c'est un sujet qui est revenu vraiment au cœur des débats. On a eu des sites, notamment des sites naturels, qui ont été particulièrement pressurisés. Beaucoup d'articles aussi dans les médias régionaux et locaux pour le signaler. Je pense aux ocres dans le Luberon, je pense au Verdon, je pense aux Calanques. Beaucoup d'articles là-dessus pour dire qu'effectivement, on a eu à certains moments une surfréquentation. Donc, il y a pas mal de choses qui sont menées. La région a lancé un challenge sur les flux touristiques pour mieux les gérer. Tout à l'heure, on en parlera peut-être. Il y a eu également l'Agence régionale pour l'environnement qui est en train de mener une réflexion là-dessus. Et puis, c'est vrai que nous, au niveau du CRT, on a noué un partenariat avec Waze. Donc, Waze, l'application que tout le monde connaît, qui est l'application pour se rendre d'un endroit à l'autre en voiture notamment. Et avec Waze, on a essayé de voir comment on pouvait réorienter en fait les flux touristiques qui étaient initialement destinés à des sites potentiellement saturés. En gros, pour vous donner un exemple assez précis, on a fait une expérimentation cet été sur l'entrée du sentier Blanc-Martel, qui est un des sentiers les plus fréquentés qui se situe dans le Verdon. Et avec le parc naturel régional du Verdon, on a travaillé ensemble pour inciter, en fait, via l'application Waze, les utilisateurs à aller se garer sur les parkings relais qui sont situés en amont du sentier, parce qu'on s'était aperçu assez rapidement qu'aux abords du démarrage du sentier, il y avait des gros problèmes de stationnement anarchique. Et donc, par différents moyens publicitaires via l'application Waze, on les a incités à aller emprunter ces parkings relais. Voilà un exemple très concret de ce que l'on peut faire. Christine Garotin, on va se retourner vers vous. Je rappelle que vous êtes chargée de mission tourisme, référente écotourisme et innovation à la région sud. Pouvez nous rappeler l'importance de l'écotourisme dans notre région?
Alors, effectivement, la région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, peut légitimement revendiquer un leadership national, voire européen, sur l'écotourisme. Parce que au niveau du territoire, Julien l'a dit, il y a 13 parcs naturels, ce qui représente 44% du territoire. C'est pas mal. Et en fait, c'est 60%, plus de la moitié du territoire régional qui est un espace naturel protégé. Donc, on est loin effectivement d'être juste une région de littoral. Ça, c'est pour le territoire. Le deuxième point, c'est les professionnels. Julien l'a évoqué, Laure le développera, mais on a plus de 500 entreprises qui ont un label dans un parc, soit régional, soit national. Donc, une garantie de sécurité. Et puis… Alors, attendez, je vous arrête, Christine Garotta, sur ce point-là, par rapport aux professionnels qu'on avait avant, qui sont chargés d'organiser les croisières pour les armateurs. Ça veut dire que concrètement, dans la région ici, ils ont 500 professionnels avec lesquels ils peuvent travailler pour organiser des tours et qui correspondent à un cahier des charges très précis et qui peut être adaptable et adapté aux conditions sanitaires de la reprise. C'est ce que vous voulez nous dire aussi, si j'ai bien compris. Ce ne sera pas 500, Laure précisera, parce que dans ces 500, il y a évidemment des hébergements qui ne vous intéressent pas. D'accord. Enfin, il reste les restaurateurs, il reste les produits et surtout les séjours sur lesquels les parcs sont en train de travailler. Oui. Alors, je vous laisse poursuivre sur ce que vous étiez en train de nous dire autour de ces… Oui, alors voilà, justement, concrètement, il y a le territoire, il y a des professionnels et puis il y a des acteurs de la filière, des deux filières en fait, qui sont mobilisés à travers ce qu'on a appelé des contrats de filière. Contrat de filière vélo, ça a été évoqué, qui a été signé, qui a été voté et signé dès 2018. Et puis contrat de filière écotourisme qui a été voté en octobre 2019. Ces contrats s'inscrivent dans une politique régionale qui est schéma régional de développement touristique et puis plan climat régional. Donc, c'est un ensemble de professionnels, un ensemble de structures, CRT, agences de développement, des associations, réseau régional des espaces naturels, par exemple, pour le contrat d'écotourisme, Fédération régionale des offices du tourisme, qui travaillent ensemble pour animer tout ça. Le contrat de filière écotourisme, il est animé par l'Interparc, qui est représenté par Laure Reynaud, qui prendra la parole après moi, et par l'agence de développement 04. Quant au contrat de filière vélo, c'est Émilie André, pareil, qui interprète également. On va Merci pour cette présentation. On reviendra vers vous, bien évidemment. Je vous rappelle, avant d'entendre Laure Reynaud, je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez poser à nos experts des questions. Pour cela, il suffit de cliquer sur la partie chat qui est à droite de votre écran et Elsa Basset, qui réceptionne ces questions, nous les formulera oralement pour que nos experts puissent y répondre. Laure Reynaud, donc, on va vous laisser la parole maintenant. Vous êtes coordinatrice donc, de l'Interparc Tourisme. Vous êtes chargée de l'animation de cette filière écotourisme. Vous voulez d'abord nous expliquer qu'en fait, qu'il y a cette filière, mais que tout est bien identifié avec les professionnels, avec des vrais labels. C'est ça, hein? C'est ça, absolument. Donc, au sein de cette filière qui rassemble l'ensemble des acteurs de l'écotourisme au niveau régional, les parcs ont le rôle de structurer l'offre et c'est une activité qu'on mène au sein des parcs depuis de nombreuses années, aussi bien les parcs naturels régionaux que nationaux, avec l'aide de la région d'ailleurs et le soutien de la région. Donc voilà, cette offre structurée, elle repose sur deux labels principaux et qui représentent le cœur de l'offre de cette filière qui sont la marque Valeur Parc Naturel Régional et la marque Esprit Parc National qu'évoquait Julien tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment le cœur de cette offre durable et écotouristique sur laquelle on va s'appuyer pour construire des expériences écotouristiques à faire partager aux clientèles et des séjours qu'on est en train de construire, notamment au niveau des parcs naturels régionaux, comme l'évoquait Christine tout à l'heure. Alors,
est-ce que Laure Reynaud, parce qu'on a en face de nous là, des professionnels du tourisme impliqués plus particulièrement dans le secteur de la croisière. Alors, je vous pose la question à vous, je la pose à Julien Auré, je la pose à Émilie André en ce qui concerne le vélo et à Christine Garotta. Est-ce que les produits que vous proposez avec ces labels, avec ces certifications, ils sont adaptés à la croisière avec la demi-journée, peut-être un peu plus tard la journée, pour permettre à ces touristes croisiéristes de venir profiter et d'expérimenter ces produits? Alors absolument, on a vraiment une offre qui est adaptée donc sur des journées, des demi-journées et qui est surtout adaptable, je pense, et en cours de construction, d'évolution, voilà. Donc, on peut, alors, dans les parcs naturels régionaux, on vient de découvrir les paysages, évidemment, les patrimoines culturels, naturels, mais on vient aussi rencontrer des gens, on vient vivre des expériences, on vient goûter les produits du territoire, on vient faire du vélo, on vient, voilà. Il y a toute une multitude de thématiques sur lesquelles on travaille et pour lesquelles on propose des excursions et des activités. Alors, c'est important de le préciser, on le fera aussi sur la filière vélo dans quelques instants. Laure Reynaud, ça veut dire que nos spécialistes de la croisière qu'on a eu précédemment dans la conférence, dans le débat précédent, qui travaillent pour les armateurs, s'ils ont envie de travailler avec vous, comment ils font? Ils viennent vous voir, ils vont taper dans vos bureaux, ils vont vous dire on voudrait sur une escale de croisière à Cannes, à Toulon ou à Marseille, organiser quelque chose avec un parc régional ou avec la filière vélo. Comment ça marche très concrètement? Oui, bah, concrètement, effectivement, donc moi je coordonne, comme vous le disiez, le réseau tourisme durable pour les parcs naturels régionaux. Donc je centralise la liste des professionnels du tourisme qui ont ces labels dont je parlais tout à l'heure. Pour les parcs nationaux, il y a des chargés de mission de tourisme avec qui il faut prendre contact pour pouvoir toucher les prestataires. Voilà. Je pense que ça peut être intéressant de faire un travail préalable avec les chargés de mission qui connaissent très bien leur territoire et les offres existantes, peut-être pour orienter vers un certain nombre de professionnels qui seraient en capacité d'accueillir des groupes et d'adapter des formules, des excursions. Donc, on vient vous voir et on travaille avec vous. On a parlé tout à l'heure de contrats de filière. C'est le cas aussi sur le vélo. Émilie André, expliquez-nous ce que vous faites, vous, sur le vélo en région sud. Et là, on s'aperçoit aussi que le vélo, c'est une vraie richesse qui est en parfaite adéquation avec l'écotourisme et ce que vont proposer dans le futur les acteurs de la croisière, hein, Émilie André. Alors, je crois que votre micro n'est pas ouvert. Voilà, on ne vous entend pas, Émilie André. Alors, il faudrait, est-ce qu'on peut, voilà, c'est bon là. Voilà, j'étais en train de vous dire que c'était important quand même qu'on nous explique ce que c'est qu'un contrat de filière. J'imagine que c'est pour le développement avec l'ensemble des acteurs de cette filière. Et j'étais en train de dire que pour les… moi, je vous ai entendu par contre. Bon, ben voilà, donc ce n'est pas la peine que je reformule. Allons-y, on vous écoute. Oui, par rapport au fonctionnement, c'est à peu près le même que le fonctionnement du contrat de filière écotourisme, si ce n'est que c'est avec les acteurs du vélo. Voilà, donc à la fois… mais Émilie André, pour bien, alors Christine Garotta l'a un petit peu expliqué, oui. Mais je pense que c'est important que pour les 300 participants qui sont avec nous aujourd'hui, un contrat de filière, c'est quoi? On met en place une organisation pour faire en sorte de valoriser la filière. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment, la région s'est dit, le vélo sur notre territoire, c'est une véritable richesse. Comment coordonner les acteurs pour qu'ensemble, on améliore les véloroutes voies vertes, comment on améliore les séjours, comment on professionnalise les acteurs. Donc, depuis 2018, on a mis en place un plan d'action à la fois sur la structuration, la qualification, les outils de promotion et communication, et puis la synergie des acteurs. Donc, les acteurs, c'est pour nous principalement des prestataires vélo. On en a parlé tout à l'heure, Laurent en a parlé. Pour l'écotourisme, chacun a ses labels. Donc pour Alors, le vélo, attendez, Émilie André, quand vous parlez de prestataires vélo,
Vous pouvez préciser un petit peu, c'est quoi? C'est un loueur de vélo, c'est quoi? Voilà. Donc, en fait, la filière se structure autour d'un label précis qui s'appelle le label Accueil Vélo. Donc, le label Accueil Vélo regroupe sur la région sud 600, au jour d'hier, exactement 658 prestataires. Comme la filière a le vent en poupe, je vous avoue que ça augmente tous les jours, ce qui est une bonne chose. Et les prestataires qui obtiennent ce label, qui adhèrent, sont les hébergeurs, hôteliers, mais tout type d'hébergeurs également, des loueurs et des réparateurs de vélos, des restaurateurs, des sites de visite et des offices de tourisme. Donc, avec ce panel-là, on a l'ensemble de la chaîne du vélo qui est concernée. Vous voyez, du réparateur jusqu'à la vente de séjour par les offices de tourisme ou les agences de voyage réceptives. Alors, même question que pour Laure Reynaud tout à l'heure. Je suis en charge d'organiser des excursions pour un armateur. Le vélo, ça me plaît bien. Je pense que ça correspond à ma clientèle. Comment je fais? Un petit peu la même démarche. Moi, j'aimerais vous dire qu'il faudrait effectivement essayer de construire au préalable quelque chose et avoir une approche un peu plus collective, parce que pour l'instant, moi, j'ai écouté la conférence qui vient de se passer. Du coup, ça m'a permis de voir comment les similitudes qu'il pouvait y avoir entre la filière croisière ou les besoins ou les complémentarités qu'il pouvait y avoir. Ce que j'ai compris, c'est que la clientèle était très variée en termes d'âge et de nationalité. C'est le cas pour la pratique du vélo. On a toutes les nationalités, même si l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre, les Américains, voilà, sont peut-être un peu plus représentés sur les clientèles étrangères. Mais on a différentes façons de pratiquer le vélo pendant ces vacances. C'est-à-dire, expliquez-nous sur une journée avec, on va prendre l'exemple, on va faire très simple, un bateau qui arrive à Toulon. Qu'est-ce que l'armateur peut proposer avec vous à ses clients sur une journée? Le bateau arrive le matin dans le port de Toulon à 8 h, il doit repartir à 18 h. Qu'est-ce que vous pouvez organiser, proposer concrètement? Concrètement, je crois que sur la phase 1, il y a beaucoup de choses à faire. La phase 1 dont parlait Stéphanie Rissel tout à l'heure, parce qu'elle parlait de petits groupes dès que les bateaux arrivent au port. On peut tout à fait imaginer, et c'est déjà le cas, que ce soit sur des croisiéristes ou sur de fluviales ou maritimes, à Port-Saint-Louis, à Marseille, ou à Avignon ou à Châteauneuf-du-Pape, il y a déjà des prestataires, des offices de tourisme, des agences de voyage qui proposent des excursions à la journée ou à la demi-journée pour faire en fait tout ce que vous voulez, soit du VTT électrique, soit soit visiter la ville, une découverte urbaine à vélo. Voilà, ça se fait. Vous avez toutes les pratiques possibles, VTT, assistance électrique, pas assistance électrique, loisirs balade sur une petite boucle. Voilà, tout est imaginable et se fait déjà au niveau des ports, qui sont concernés par les accès maritimes et fluvestres. Donc, ça veut dire que notre croisiériste, il va descendre du bateau avec un guide, un responsable, il va monter dans un bus, il va aller sur le site où le prestataire va lui faire récupérer le vélo, il va faire sa balade, éventuellement encadré, c'est important. Donc, c'est du plein air, donc par rapport aux nouvelles contraintes sanitaires, on est complètement dedans. Ouais. Si c'est sur une durée plus longue, on peut s'arrêter pour faire un pique-nique, j'imagine. Tout à fait. Alors là, je me retourne vers Christine Garotta et Laure Reynaud. Est-ce qu'on peut éventuellement combiner à ça un atelier pédagogique sur l'environnement dans un parc régional? Ce serait une excellente idée. Il y a des prestations qui existent déjà, alors qui sont plus peut-être à destination des scolaires à ce jour, mais pour aller peut-être ramasser des déchets sur les plages et comprendre pourquoi il y en a autant, les enjeux.
Il y a voilà, tout type d'atelier qu'on peut faire et adapter. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse ensemble en rapprochant nos besoins et qu'on travaille ensemble à ce qui pourrait répondre aux attentes et avoir du sens aussi, parce que le sens de notre filière écotourisme, il est là. Il y a une partie des actions et des découvertes sur nos territoires qui permettent la sensibilisation, la prise de conscience. Après, on n'enlève pas le plaisir de la découverte, du bonheur d'être là. Voilà, il faut arriver à mixer ces différents enjeux, mais ça paraît essentiel aujourd'hui. Julien Auré, Christine Garota pour intervenir si elle le souhaite aussi. C'est vrai que depuis une demi-heure, on vous écoute et on a le sentiment en tout cas que ce que vous proposez à travers les parcs naturels, à travers les différents prestataires qui sont labellisés, à travers vos contrats de filière, en tout cas aujourd'hui, dans la nouvelle demande liée aux excursions concernant les croisiéristes, vous êtes pile poil dedans. Oui, on est dedans parce qu'on a les atouts pour le faire. C'est-à-dire que tout à l'heure, on en parlait, on a la chance sur la partie, on va dire, écotourisme, d'avoir des parcs aux noms évocateurs et puis d'avoir 60% du territoire, comme le disait tout à l'heure Christine, qui est donc dans cette ceinture verte, on va dire. On a aussi la chance d'avoir une offre qui s'est embellie. Tout à l'heure, Émilie l'a dit, la croissance des prestataires sur la partie vélo qui sont accueil vélo est vraiment importante. Donc, on voit que l'offre est en train de se structurer et de se diversifier. Ce qui est important, moi, je pense, en plus, c'est qu'aujourd'hui, on a des vitrines. On a mis en place, en tout cas au niveau du CRT, en lien avec tous les partenaires qui sont présents, grâce à l'impulsion de la région, mais aussi avec la collaboration des deux coordinatrices, Émilie et Laure, des sites dédiés pour traduire concrètement pour le client ce que c'est que l'écotourisme ou ce que c'est que le vélo. C'est-à-dire, en gros, pour la partie vélo, l'idée, c'est de lui proposer des circuits qui sont adaptés aux différentes pratiques, aux vététistes, aux cyclosportifs, aux personnes qui viennent plutôt faire du vélo en famille ou les personnes qui recherchent l'itinérance. Donc, on propose des idées de circuits, on propose des spots incontournables à voir ou un petit peu insolites. Idem pour la partie écotourisme. L'idée, c'est qu'à travers nos sites, notre site dédié à l'écotourisme, on présente concrètement quelles sont les expériences qu'on peut découvrir. Partir en calèche dans les ocres du Luberon, dans des sentiers un petit peu hors des sentiers battus avec un prestataire qui fait partager un peu ses savoir-faire, c'est hyper important. Par contre, je pense que ce qui est important pour les personnes qui souhaitent organiser des excursions de ce type-là, il y a plusieurs éléments qui sont cruciaux. Je suis désolé. Alors voilà, allez-y parce que je pense que, allez-y Julien Auré, parce que je pense que c'est ce qu'attendent aussi les professionnels qui sont avec nous aujourd'hui, c'est que vous leur donniez un petit peu les clés pour pouvoir travailler avec vous. Allez-y. Alors, c'est une problématique qu'on connaît bien parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec le Club Croisière et puis Costa Croisière justement sur la proposition d'une offre responsable justement aux croisiéristes l'an dernier avec un groupe d'étudiants de l'ESCAET. Donc, c'était hyper intéressant de voir aussi les besoins des croisiéristes, donc on connaît un petit peu. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est important de faire confiance aux labels. Les labels qu'on a cités juste avant, pour moi, c'est un point d'entrée qui est très important parce qu'ils garantissent la promesse client. Pour moi, c'est le premier prérequis. Le deuxième, c'est que ça va être difficile, en particulier sur l'écotourisme, d'aller proposer ces excursions à des groupes de plus de 25 personnes, 30 personnes. Pourquoi? Pour deux raisons. Un, pour des raisons d'impact sur le milieu. Et deuxièmement, pour une raison de facilitation des échanges. Faire de l'écotourisme ou même du vélo, c'est quand même basé beaucoup sur l'échange. Pour permettre l'échange, il ne faut pas qu'on soit 50. Alors, ça veut dire, je vais vous laisser continuer. Voilà, la bonne taille, c'est quoi pour pratiquer l'écotourisme, pour le vélo, pour aller découvrir la nature dans un parc régional? La bonne taille, c'est quoi? C'est des groupes, tout à l'heure, comme on le disait, avec Stéphanie Rissel ou avec Sami Esdine ou avec Mathilde Simanski. C'est quoi, 10, 12, maxi? Ouais, j'allais dire 10, 15. Alors, après, on a conscience de la difficulté. Les coûts d'organisation sont parfois les mêmes pour 30 ou 50. Effectivement, la marge, elle va se faire sur la taille du bus pour acheminer jusqu'à l'excursion et tout. On en a conscience. Mais je pense que ça passe par là aujourd'hui. On ne peut pas proposer des choses qui soient inscrites dans une logique responsable en ayant une logique de tourisme de masse. Ça, c'est un élément qui est assez important. Et puis, un autre élément qui est important, c'est que arrêter peut-être, alors je ne vise pas spécialement les croisiéristes, quand je dis ça, je vise le tourisme en général, arrêter de vouloir à tout prix montrer les phares, les sites emblématiques, les choses qu'on a l'habitude de voir dans les excursions. Allons présenter des choses qui sont peut-être un petit peu différentes, mais qui vont peut-être apporter
peut-être pour le client, plus de sens. Alors, peut-être que l'exemple que donnait Laure tout à l'heure, il est un petit peu provocateur sur le ramassage des déchets. Comme ça, ce n'est pas super glamour, mais ça le mérite, je pense, de donner. Non, mais je crois que Samia Ezzedine, qui était tout à l'heure avec nous, a organisé ça sur l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes. Et les touristes sont descendus du bateau, ils ont été en bateau, dans un bateau à propulsion électrique jusqu'à l'île de Sainte-Marguerite, et ils ont ensuite, dans le cadre de leur excursion nature, comme vous le dites, participé à un ramassage de déchets. Et visiblement, ils étaient contents, puisque je voudrais aborder avec vous aussi maintenant cette notion qui correspond à ce que vous proposez, c'est que le touriste croisiériste aujourd'hui, il veut être de plus en plus acteur de son excursion. Il ne veut plus être quelqu'un qu'on prend du bateau, qu'on descend du bateau, qu'on mène dans un endroit, il regarde et ensuite il s'en va. Donc, ce que vous proposez, vous, ça correspond aussi à ça. Oui, je ne sais pas si Laure ou Émilie en particulier qui sont… Peut-être, oui. Laure, peut-être là-dessus, elles sont encore plus proches du terrain que nous au niveau du CRT. Donc, je pense sincèrement que c'est possible en tout cas. Laure Reynaud, là-dessus. Activez votre… Aussi, voilà, allez-y. Ouais. On peut aussi les inviter, enfin, j'imagine que c'est possible, mais à rester plusieurs jours, à venir faire des séjours, à prolonger aussi le plaisir de découvrir et de prendre le temps et voilà, et d'approfondir un territoire ou de faire une itinérance d'un territoire à l'autre aussi. Donc, on le disait tout à l'heure, voilà, il y a pas mal d'idées de circuits qui sont présentées sur le site écotourisme du CRT. Et puis, on continue, parcs naturels régionaux, parcs nationaux, à construire une offre de séjour voilà, qui vient répondre aussi à ça. Laure Reynaud, ça veut dire que, par exemple, hier, on a pris cet exemple-là, un touriste croisiériste qui vient en famille de Paris, si en séjour post-croisière, il veut se faire 2 jours, c'est quelque chose, 2 jours dans un parc naturel régional pour découvrir ses richesses, c'est quelque chose que vous pouvez envisager aussi avec les armateurs, tout comme si le programme d'une croisière de 7 jours, il y a ce qu'on appelle un overnight, c'est-à-dire où le bateau reste à quai et où le touriste est pendant quasiment 2 jours sur l'escale. C'est des choses que vous pouvez exploiter aussi. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Absolument. Et on a un réseau de professionnels qui portent les valeurs de l'écotourisme par ces labels dont on parlait, qui est suffisamment étoffé aujourd'hui pour arriver à passer en leur compagnie et en ayant cette promesse des valeurs sur toute la durée du séjour. On a des hébergeurs, on a des accompagnateurs, des restaurateurs, on a des sites de découverte, des produits agricoles et de terroirs qui portent ces marques aussi. Donc, voilà, d'un saut de puce à l'autre, on peut vraiment rester dans ces valeurs de l'écotourisme et découvrir. Je vous pose la question à tous les 4. Est-ce que vous avez le sentiment que les professionnels certifiés avec lesquels vous travaillez, alors peut-être que Christine Garotin pourra répondre ou quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont envie d'accueillir des croisiéristes? C'est la question qui tue, mais je vous la pose quand même. Non, je dirais oui dans la mesure où… Vous diriez. Ce que disait Julien Auré, c'est-à-dire arriver par petits groupes. Et puis, pour compléter l'exemple que disait Julien lorsqu'il parlait des sites très fréquentés, comme par exemple Roussillon, le Sentier des Ocres, et du coup, proposer des balades en calèche, je ne sais pas, on peut imaginer une arrivée en car un peu important, mais ensuite, tout de suite, une prise en charge sur site pour aller voir le Conservatoire des Ocres et Pigments, par exemple, à Roussillon, qui a genre 2 km du site principal, les mines de Bruoux, les anciennes mines d'ocre qui sont magnifiques. L'or, je ne sais plus à combien de kilomètres, mais ce n'est pas très loin. Donc, après, on peut décliner par petits groupes. Et peut-être que du coup, économiquement, c'est plus intéressant, mais ça reste quand même, ce n'est pas 30 personnes qui sont déversées et ça reste quelque chose de très attractif et comment dire, de vraiment très personnalisé du coup humain. Et je pense, alors, vous avez prononcé 2 mots importants, humain et personnalisé, et je crois, au vu de ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la conférence sur les excursions, qu'une fois de plus, je me répète, mais ça correspond à la demande grandissante qui va y avoir si le coût est supportable par l'armateur et s'il y a là une logique économique qui tient.
pour l'ensemble des prestataires. Émilie, André, les prestataires que vous avez sur le vélo, sur la bicyclette, ils sont prêts à accueillir des croisiéristes aussi et travailler sur des projets avec les armateurs? Ils sont prêts, ils le font déjà en partie. Sur le tourisme fluvial, sur le oui. fluvial. Oui, ils le font déjà en partie. Il y a soit la question des petits groupes qui peuvent se prendre dès les ports, les haltes, mais il y a aussi le transport en bus qui est possible pour aller un peu plus loin, pour visiter d'autres choses, sachant que le vélo, c'est quand même c'est quand même un moyen pour visiter le reste. Voilà, on fait du vélo pour faire du vélo parce qu'on a envie, mais c'est un moyen pour découvrir le territoire. Donc, les gens seront aussi acteurs de leur séjour parce que, comme les croisiéristes, on utilise le même vocable. L'objectif, c'est de leur permettre d'avoir une expérience sur notre territoire, de le goûter, de l'expérimenter au sens large. Et l'intérêt en région sud, c'est, par rapport à d'autres régions, c'est qu'il fait beau globalement, c'est-à-dire que pour le vélo en tout cas, on peut le pratiquer presque à l'année. C'est pas rien. C'est pas rien de pouvoir pratiquer à l'année. C'est important. Vous avez le sentiment, tous les quatre, on est dans une période très particulière au niveau sanitaire, avec lorsque ça sera possible pour le tourisme globalement de redémarrer. On voit les difficultés qu'il y a actuellement en ce qui concerne les stations de sport d'hiver de la région notamment, où pour l'instant c'est un non sur un redémarrage. Vous avez là aussi le sentiment que les professionnels labellisés, certifiés dont vous avez parlé, ils sont prêts à assumer cette responsabilité au niveau du respect du protocole et, comme on le disait tout à l'heure, du respect de cette bulle sanitaire qui doit y avoir du moment où le croisiériste descend du bateau jusqu'au moment où il remonte après son excursion. Ça veut dire des investissements, des impératifs, peut-être des modifications de programme. Vos professionnels, ils sont prêts à aller dans ce sens-là? Ah oui, ils sont prêts à aller dans ce sens-là. D'autant que globalement, on sait, les professionnels qui sont rentrés dans des démarches de labellisation, certification, c'est des vrais pros. Voilà, ils sont conscients, ils connaissent leur clientèle, ils connaissent les besoins, donc ils sont obligés d'adapter leur offre en fonction des diverses évolutions. Et l'évolution actuelle, cette pandémie, elle doit être prise en compte et elle est prise en compte. Julien Auré, tout ce qu'on dit là depuis le début, ça va plutôt dans un sens où ça vous fait plaisir, parce que ça veut dire qu'il y a une meilleure répartition des croisiéristes sur le territoire. S'ils ne vont plus que sur le littoral et qui viennent par petits groupes découvrir les différents parcs naturels régionaux, les différents sites, on arrive finalement sur ce qu'on disait au départ, finalement sur cet écotourisme grâce à cette meilleure répartition des croisiéristes sur le territoire. La boucle est bouclée, si j'ose dire. Oui, tout à fait. Si on arrive à faire ça demain, c'est parfait. C'est-à-dire que c'est vrai que je pense que c'est un objectif assez fort. On est dans la question du développement durable, c'est une question, et du développement durable du tourisme, pour prendre plus large, c'est une question qui est en tout cas dans les débats depuis longtemps. Je crois que la crise sanitaire remet ce débat-là au cœur et le remet au sommet des priorités. Même la région, dans une logique un peu plus large, à travers l'engagement de la région qui est en matière de développement durable, à travers le plan climat et la COP d'avance. Je pense qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, de la part des collectivités, nous, notre collectivité de tutelle au niveau du CRT, la région, mais également des autres collectivités, départementales, locales, d'inscrire davantage leurs actions dans une logique de développement durable. Je crois que c'est le bon moment, je crois que tout le monde en a conscience. Après, il faut se donner aussi les moyens de pouvoir le faire et le moyen d'accompagner les professionnels dans cette démarche. Ceux qui aujourd'hui ont les labels en question, c'est plutôt, alors je parlerai plus de précurseurs parce qu'on ne peut pas considérer que c'était précurseur, parce qu'on a eu au début des années 2000, par l'impulsion des CCI, notamment dans l'hébergement, beaucoup de professionnels qui sont rentrés dans des démarches, on va dire, de management environnemental au sens large. Mais aujourd'hui, en tout cas, ceux qui sont écolabellisés, ils ont pris de l'avance sur les autres, je pense. Parce que ça va devenir la norme. Et ce qui est important, c'est que nous, on puisse créer du lien effectivement avec les croisiéristes, avec les réceptifs, aussi les agences réceptives en local et les offices de tourisme qui ont un service réceptif qui peuvent jouer ce rôle d'assembleur et de lien pour proposer des offres auprès des croisiéristes.
là, il y a un travail à faire et je pense qu'on est, on est prêt et que c'est le moment d'y aller. Alors, il nous reste un petit quart d'heure. Alors, on vous a dit que vous pouviez poser des questions. Pour l'instant, pas de questions. Mais Elsa, il y a des commentaires que vous souhaiteriez lire, des commentaires à destination de nos experts. C'est ça, Elsa? Oui, tout à fait. On a voilà, des commentaires, notamment de destination, qui disent que les excursions bulles sont prêtes en fait pour relier destination et croisières, notamment fluviales. Voilà, donc je peux vous en lire quelques-uns. Donc, Port Saint-Louis-du-Rhône propose ce type d'excursion depuis 2017 à vélo le long de la Via Rona. Excursion sécurisée, les excursions bulles sont prêtes. On a aussi un autre commentaire. Au départ d'Arles, il est également possible de coupler circuit vélo sur la Via Rona et découverte d'un site naturel protégé en Camargue. Donc, en fait, voilà, les excursions, on comprend que les excursions bulles sécurisées sont prêtes. Donc, le lien est à faire entre la croisière, notamment fluviale, et les destinations. Merci Elsa pour ces commentaires. N'hésitez pas à revenir vers nous si il y en avait d'autres d'ici la fin de ce rendez-vous dans une grosse dizaine de minutes. Émilie André, on le disait tout à l'heure, c'est vrai que le vélo, ça correspond parfaitement et l'exemple avec Elsa Basset sur ce qui a été dit sur ces deux sites, ces deux tours qui existent déjà, c'est un véritable axe de développement pour la croisière, ça. Alors oui, complètement. Il y a tellement de choses qui se croisent entre ces deux filières, à la fois, enfin, moi, de ce que j'ai entendu tout à l'heure, des clientèles qui sont d'âge varié, qui ont des besoins différents. Ça correspond à nos clientèles à nous. Ce besoin d'authenticité, de ne pas rentrer dans du tourisme de masse, les deux filières se croisent là-dessus. Le besoin d'expérientiel aussi, c'est quelque chose qui se rejoint. Qu'on puisse pratiquer à l'année en région sud, ça c'est quelque chose, hors saison, voilà, ça c'est quelque chose de très, très important. On peut prendre les gens au départ des haltes, au départ des ports, donc ça c'est aussi important. Il peut y avoir un tout petit groupe qui part à un moment visiter la ville, il peut y en avoir un autre qui part dans un autre sens visiter autre chose. Donc même même sans bus, même sur des groupes un peu nombreux, voilà, ça se gère déjà au niveau des offices de tourisme, au niveau des agences réceptives, et en termes de sécurité, les pros sont des pros. Laure Reynaud, on parlait tout à l'heure du tourisme acteur de son excursion. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ce que ces croisiéristes, si jamais les armateurs veulent travailler avec vous, qu'est-ce que vous pouvez leur proposer en dehors, on l'a vu tout à l'heure, d'aller ramasser des déchets sur les plages de l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Alors, il y a une multitude de propositions, mais quelques exemples. On peut, par exemple, aller jusque dans le Verdon, dans le petit village de Dops, et découvrir la maison de la truffe et du vin et participer à un atelier culinaire. Voilà, qui permet de travailler la truffe, cet or noir provençal. On peut aller faire une sortie en escalade, par exemple dans le parc des Alpilles, en arrivant à Arles, une croisière fluviale, et s'échapper voilà, quelques heures avec un professionnel et découvrir les voies d'escalade à partir de Mauriès, d'Orgon, de Saint-Rémy, de Mossane. Voilà, il y a tout un tas de voies possibles. On a évoqué tout à l'heure, Christine l'a dit, voilà, découvrir aussi les ocres de Roussillon, mais de manière un peu différente. Alors effectivement, voilà, il y a le sentier et le Colorado d'Oristrel qui sont très connus et très fréquentés, mais il y a des sites aussi qui parlent de la thématique à côté, des sites culturels, les mines de Bruoux, il y a le conservatoire des ocres et de la couleur, voilà, on peut faire des randonnées aussi accompagnées dans ces paysages incroyables des ocres, on peut y faire du vélo, on peut faire de la calèche, voilà. Donc, il y a une multitude de choses, quoi. Voilà. Après, on peut aussi
aller, voilà, on peut faire aussi du yoga et de la randonnée dans les calanques. On peut faire une via Souterrata dans les Préalpes d'Azur. On peut, voilà, faire plein de choses. Donc, beaucoup de choses. Elsa, il y a une question, je pense qu'elle s'adresse peut-être plus à Christine Garotta ou à Julien Auré. Elsa, on vous écoute. Oui, tout à fait, Philippe. On a une question sur les autres moyens de transport éco-responsables que le vélo. Donc, aux intervenants, que pensez-vous des segways, des navires à voile, des calèches et autres modes de transport vertueux à proposer aux armateurs? Alors, Crest qui répond. Julien, Christine? Je veux bien, moi, apporter Julien déjà Auré, allez-y. un premier élément de réponse. Alors, au niveau du CRT, on n'a pas de démarche particulière là-dessus. C'est des modes de transport très particuliers. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup d'excursions qui sont proposées par les offices de tourisme à travers ces modes de transport. Donc, il y a pas mal de choses qui existent. Je crois savoir que l'office de tourisme de Marseille est présent à cette conférence. Il propose beaucoup de choses au niveau des excursions à travers ce type de transport. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Alors, quand vous avez un service commercial qui peut vous appuyer, comme c'est le cas à Marseille, n'hésitez pas à vous appuyer sur eux pour aller là-dessus. C'est tout à fait possible et je pense que c'est tout à fait envisageable de s'appuyer sur eux pour monter ce type d'excursion. En tout cas, par rapport à la question, on a le sentiment à vous écouter tous les quatre que le vélo reste quand même le moyen de transport vertueux majeur. Ça reste quand même la base en fait. Émilie André. Vous n'allez pas me dire non, de toute façon. Vous n'allez pas me dire le contraire. Quand on sait qu'il y a 16 millions de Français qui ont pratiqué les 2 dernières années du vélo pendant les vacances et qu'il y a 6 millions de visiteurs qui pratiquent aussi le vélo, voilà, c'est une des filières qui est prioritaire. Ceci dit, enfin prioritaire, oui, sur la région sud, mais il y en a d'autres aussi. Il y a la randonnée, il y a l'équitation, voilà, il y a d'autres moyens de transport vertueux, mais c'est vrai que le vélo, c'est pour ça qu'il y a un contrat de filière sur cette thématique en région sud est essentiel. Allez, il nous reste quelques minutes. On va mettre, voilà, je ne veux pas me faire l'avocat du diable. Quand on vous écoute, on a le sentiment qu'il y a plein de possibilités de propositions d'excursions éco-responsables, éco-touristiques à mettre en place auprès des armateurs. Pourquoi ça n'a pas été fait jusqu'à présent? Pourquoi il n'y en a pas beaucoup sur les propositions qui sont faites par les grandes compagnies lorsque les bateaux arrivent à Marseille, à Toulon ou à Cannes? Je pense parce que la demande n'est peut-être pas aussi forte qu'elle est depuis 2-3 ans et je pense qu'elle est en train de s'accélérer avec le contexte actuel. Enfin, très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses aussi qui sont en train de se passer qui font que il nous faut parfois peut-être des crises comme celle qu'on vit aujourd'hui pour accélérer les choses. Et là, enfin, voilà. Le fait que les croisiéristes s'y intéressent, enfin, nous, on en entend parler en tout cas au niveau du CRT depuis 2 ans, on va dire. Vraiment, on est sollicité. Je ne dis pas que les croisiéristes ne s'y intéressaient pas, hein, ce n'est pas du tout mon propos. Mais en tout cas, on voit la croissance de cette demande qui va être accélérée maintenant. Christine Garotta, vous partagez ce point de vue. C'est finalement cette crise sanitaire qui accélère ce phénomène qui était naissant depuis 2 ans, comme le disait Julien Auré. Alors, j'ai envie de dire peut-être aussi le fait que les croisières, notamment à Marseille, prennent de plus en plus d'ampleur et que des croisiéristes reviennent et ont vu certains sites déjà et ont envie d'autre chose. Ça, c'est peut-être le premier point. Et ensuite, oui, il est clair que avec le confinement, déconfinement, on a vu cet été une ruée en quelque sorte qu'il a fallu gérer d'ailleurs vers les parcs, vers de la campagne, de la montagne, un besoin de nature. Et c'était déjà une tendance avant, mais qui s'est fortement accentuée et qui certainement va continuer. Et puis peut-être
Oui, Émilie André, allez-y pour le vélo. Et puis peut-être aussi le fait que ces contrats, enfin ces structurations autour de ces filières prioritaires vélo, écotourisme sont assez récents. Donc le collectif et penser le développement d'une filière de cette façon est récent. Donc voilà, ça explique Alors, peut-être le on retard. va terminer. Je vais vous laisser la parole chacun et chacune 1 minute pour conclure. Juste avant, petit mode d'emploi. Je suis cette conférence. Je suis un professionnel. Je suis un armateur. J'ai envie de travailler avec vous. Qu'est-ce que je fais? Qui j'appelle? À qui j'écris par mail? Qui je viens voir? Je pense qu'on peut écrire aux coordinatrices des contrats qui, voilà, qui transmettront acquis de droit et qui feront un premier filtre voilà, avec ce rôle de structuration justement dont on parlait tout à l'heure. Alors, les coordinatrices des contrats, c'est par exemple Émilie sur le vélo, c'est ça? Voilà, Émilie sur le vélo et moi-même sur l'écotourisme. Peut-être qu'on peut faire un lien avec le contrat croisière quand même. D'accord. Bon, ben, c'est bien. Bon, ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. 15h, bientôt 54. Vous avez 1 minute chacun et chacune pour conclure. Finalement, sans être de mauvais augure, mais en fait, finalement, on pourrait croire que cette crise sanitaire, finalement, quelque part, on ne va pas dire elle vous sert, mais elle va un petit peu dans le sens finalement de la redécouverte d'un autre tourisme, d'une volonté de pratiquer un autre tourisme, Julien Auret. Elle nous sert, je ne sais pas, là, je ne vous cache pas qu'au niveau du CRT, on vient d'interrompre une campagne de promotion pour les stations de ski, donc je peux vous dire que c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets, voilà, c'est très mesuré, bien compris, et on sait dans quelles difficultés, encore plus ici même, dans quelles difficultés sont tous les acteurs du tourisme qui nous rejoignent sur ce rendez-vous de ce e-workshop. Je vous laisse continuer, Julien. Ouais. Ça peut être, si je peux utiliser ce terme, ça peut être une opportunité aussi effectivement de repenser les choses. Voilà, et puis d'accélérer les choses. Je pense qu'il faut qu'on repense certaines façons de promouvoir nos territoires, ça c'est sûr. Effectivement, agir sur la gestion des flux touristiques, c'est quelque chose qui est assez important puisqu'on a un certain nombre de sites qui polarisent quand même la fréquentation au niveau régional. Donc ça, c'est assez important et agir là-dessus, quoi. Alors moi, ce que je voulais dire déjà pour vous inspirer quand même avant de céder la parole, puisqu'on a chacun à peu près encore 30 secondes pour moi. Oui, un petit peu moins. Juste vous dire que vous pouvez aller sur vélo.provence-alpes-côte-d'azur.com ou écotourisme.provence-alpes-côte-d'azur.com pour vous inspirer. Il y a plein de choses à voir là-dessus. N'hésitez pas à aller aussi sur les sites de Esprit Parc National ou Valeurs Parc Naturel Régional pour voir concrètement les expériences qui sont proposées et aller voir s'il y a des choses que vous avez envie de proposer à vos clients demain. Christine Garotta, 1 minute pour conclure. Alors, j'ai envie de dire, alors oui, allez voir sur les différents sites, repérez où, parce que les animatrices ne vont pas faire une offre sur la totalité de la région, elles peuvent le faire, mais déjà, si elles ont si les organisateurs ont plutôt envie d'aller vers tel endroit, à ce moment-là, elles feront du cousu même. Et enfin, moi, j'ai envie de vous citer une pensée que je suis allée chercher en courant. C'est pour ça que je me suis absentée, parce que lorsque vous avez posé la question, est-ce que le coronavirus, du coup, est une opportunité, je vous cite Preston Tucker qui disait « Les problèmes sont des chances en habit de travail ». Et donc, profitons de cette crise pour faire quelque chose de plus intéressant et de nouveau et de durable. Et de plus proche de la nature. Émilie André, le vélo, j'ai envie de dire un peu la même chose que Christine et Julien. Il y a une prise de conscience de l'ensemble des acteurs que voilà, le vélo, c'est quelque chose d'important pour développer notre territoire. Et les confinements successifs nous ont permis finalement de renforcer le réseau, professionnaliser les acteurs à travers des temps de formation, à travers des temps de construction pour les aider sur monter des séjours touristiques, voilà, un certain nombre de divers sujets. Donc,
Et puis, on le voit à travers l'augmentation du nombre de labellisés que le vélo, effectivement, ça permet dans ces temps un peu compliqués de développer peut-être une offre et de la diversifier pour certains. Laure Reynaud, le mot de la fin qui… C'est dur d'avoir le mot de la fin. Non, mais voilà votre sentiment par rapport à tout ce qui a été dit, peut-être par rapport à la citation qu'a citée Christine Garotta, voilà, et qui est parfaitement adaptée. Voilà, moi je dirais, voilà, venez découvrir hors des sentiers battus nos territoires et faites confiance aux professionnels labellisés. Appuyez-vous sur ces réseaux structurés, voilà. Ouais. Merci à tous les quatre. Merci Christine Garotta. Je rappelle que vous êtes chargée de mission tourisme, référente écotourisme et innovation à la région Sud. Merci à Laure Reynaud, donc, qui vient de conclure, animatrice du contrat de filière régionale écotourisme. Émilie André, alors je prends mon souffle, chargée de mission ingénierie, coordinatrice filière vélo, pôle ingénierie et territoire. Non, vous exagérez, il ne faut pas faire ça. Non, mais c'est ce qu'on m'a dit de dire. Donc, je suis très discipliné et je dis ce qu'on m'a dit de dire. Et puis, Julien Auré, chef du service communication ingénierie du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci à tous les quatre. Et on espère que toutes celles et tous ceux qui étaient avec nous, vous leur avez donné envie de venir taper à vos portes, de vous écrire un petit mail pour faire en sorte que dans ce redémarrage des croisières, eh bien, il y ait des excursions qui soient proposées aux vacanciers en direction des parcs naturels, en direction d'une balade à bicyclette le long du Rhône, en direction de la découverte d'un artisan ou des ocres de Roussillon. Merci à tous les quatre. On se retrouve dans quelques secondes. Merci à vous. On se retrouve dans quelques secondes pour la présentation de l'application Archi-Histoire avec Grégoire Chailleux. Archi-Histoire, je vais vous expliquer ce que c'est. Eh bien, c'est une application mobile en réalité hybride. Elle permet d'explorer les lieux remarquables à 360 degrés. Cela pour découvrir eh bien, le patrimoine, l'histoire, et cela de façon immersive et intuitive. Alors, cette application propose des parcours de visite. Ce sont des unités narratives appelées stories. Stories, c'est un mot un petit peu à la mode. Elles sont à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'un territoire, voire même d'un département. Alors concrètement, à l'aide de son smartphone, voilà, à l'aide de son smartphone, eh bien, le visiteur scanne son environnement, il remonte le temps, il entre même virtuellement dans des lieux inaccessibles et découvre alors des contenus augmentés et sa visite devient un voyage unique et mémorable. Voilà pour ce qui va se passer maintenant pendant un petit quart d'heure. Et puis à 16h15, on se retrouve pour notre dernier rendez-vous débat, en tout cas pour cet après-midi. On débattra autour des efforts portuaires en matière d'environnement, un thème en lien direct aussi avec ce qui vient d'être dit, cette notion de croisière éco-responsable. Je vous laisse tout de suite avec l'application Archi-Histoire et Grégoire Chailleux. À tout de suite.